juste de vous dire que ce soir, je ne suis pas le Premier ministre et vous n'êtes pas le Président de la République. Nous sommes deux candidats à égalité et qui se soumettent au jugement des Français. Je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Le Plaisir de Penser les Choses. Je vous propose dans cette vidéo de partager une élaboration faite sur campagne électorale et communication faite par les médias. Pour illustrer cette élaboration, j'ai choisi quelques brefs extraits d'une émission intitulée L'heure des pros, qui date, je crois bien, du 11 avril de cette année. François Asselineau est avec nous. Où était invité un homme politique, M. François Asselineau, président de l'Union populaire républicaine. Pourquoi ce choix? Ce candidat a eu l'occasion de partager avec le public le fait que, à l'occasion, lorsqu'il se retrouve confronté à des journalistes ou éditorialistes, sur un plateau de télévision ou dans une radio... On va vérifier, mais ça me paraît étrange qu'on en ait... Une impression de jouer le rôle d'un accusé dans un tribunal. Première remarque que l'on peut faire en matière de communication politique, c'est que le candidat peut partager ce point de vue avec son équipe, mais ne peut pas le faire avec le public. Pourquoi? Parce que du côté du public, tel qu'il conçoit les choses, selon sa sensibilité, c'est un aveu de faiblesse, d'impuissance, voire un constat d'échec. Ici, de surcroît, le candidat évoque une dimension légèrement persécutive. Le fait que cela serait organisé, cela coïncide avec les effets de la propagande contemporaine qui nomme ce phénomène le complotisme. C'est ce propos qui va être le fil directeur de cette élaboration. Je ferai ici un certain nombre de liens entre ce qui se passe dans un tribunal nord-américain, États-Unis, Canada, au quotidien, et ce qui se produit sur un plateau de télévision lorsque un homme politique y est invité et se retrouve face à des animateurs ou des journalistes. Je vous propose de faire une analyse dans le champ de la communication. Je peux partager ici le fait que j'ai travaillé plus de 20 ans en Amérique du Nord et aux États-Unis, j'ai fait des formations qui sont destinées à ce qu'on appelle un témoin expert. Je suis moi-même psychiatre. Voici un des ouvrages de référence, c'est-à-dire un professionnel qui est convoqué dans un tribunal qui traite d'une affaire civile ou criminelle. Il dépose un rapport dont il va faire la lecture, puis il va être l'objet de diverses questions de la part des protagonistes, avocats, procureurs, etc. L'objectif essentiel de cette formation est de donner aux témoins experts les outils pour fabriquer, renforcer et consolider un capital de confiance, de légitimité, de crédibilité dans le public auquel il a affaire. Un public qui est fait à la fois de professionnels, comme par exemple un avocat, et de non-professionnels, comme un juré. Aux États-Unis, quotidiennement dans tous les tribunaux, il y a une espèce de guerre de basse intensité entre divers protagonistes. C'est une guerre qui ne fait bien entendu aucune victime. Mais la priorité est, comme on dit, de rendre la justice. C'est l'objectif fondamental. Tel individu qui, au-delà de tout doute raisonnable, est reconnu coupable, reçoit une sanction. Rendre la justice. C'est pas d'aller chercher la vérité. La vérité est toujours partielle. Et puis chacun peut entendre ce qu'il a envie d'entendre ou y mettre ce qu'il a envie d'y mettre. Comme disait William Shakespeare, la vérité est une chienne qu'il faut laisser aux chenilles. Comme vous le savez sur ma chaîne, je fais souvent référence à Hollywood. Le thème de la justice dans le milieu des scénaristes hollywoodiens est bien entendu une espèce de filon increvable. Dans l'histoire du cinéma, voici deux films qui ont fait date. Tout d'abord, 12 hommes en colère, en français. L'acteur Henry Fonda joue le rôle d'un juré qui va réussir l'exploit de renverser une majorité au décours d'un procès criminel. I'm just saying it's possible. And I say it's not possible. I want you to watch this because I don't want to have to do it again. I'll make myself about 6 or 7 inches shorter, okay? It's about right, maybe a little more. Okay, a little more.
le film Philadelphia, où l'acteur Denzel Washington joue le rôle d'un avocat qui prend la défense d'un jeune homme atteint du sida, joué par l'acteur Tom Hanks. About what this case is really all about. Did you fire Andrew Beckett because he had AIDS? The general public's hatred, our loathing, our fear. In this courtroom, Mr. Miller, justice is blind to matters of sexual orientation. We don't live in this courtroom, no, do we? Tom Hanks. I love the law. Denzel Washington. Are you gay? Objection! Si un journaliste ou un animateur est en quête de reconnaissance du public, un homme politique, lui, est en quête d'une certaine confiance que peut lui accorder un public. Ce capital confiance dont je vous parle, l'homme politique en campagne, c'est aussi un de ses objectifs. C'est-à-dire qu'il veut fabriquer dans la tête du public de quoi donner confiance. Faire en sorte qu'à un moment donné, une partie de ce public décide de le choisir pour être le porte-parole de certaines valeurs communes, pour le représenter. Ces formations vous donnent un éclairage sur les rouages, les mécanismes, les enjeux, les interactions, les procédures, les jurisprudences, etc., qui sont à l'œuvre depuis des générations dans l'espace judiciaire nord-américain. Si vous n'avez pas un minimum de connaissances dans ce domaine, une fois que vous aurez lu votre rapport en tant qu'expert, vous allez vous être confronté à un jeu de questions-réponses. La plupart du temps, les protagonistes qui sont en face de vous, comme on dit, par exemple un avocat, a pour intention de déconstruire cette confiance, de vous décrédibiliser. Donc si vous n'êtes pas au fait de tout ceci, vous allez vous retrouver, comme on dit, sous l'eau. Ces formations insistent évidemment beaucoup sur ce qu'on appelle les interactions entre les divers protagonistes. Il y a bien entendu des interactions verbales et non verbales. Le non-verbal, c'est... Tout le monde le sait, ce sont les comportements, la mimique, l'intonation de la voix, la manière de s'habiller, etc., etc. Dans le moindre détail. Tous les détails sont importants. Ils sont analysés de manière particulièrement sourcée et objective. Exemple, à propos de la communication non verbale, l'expert qui est un homme porte une barbe. Il a fait tailler sa barbe selon un style qui lui plaît, par exemple celui-ci. Or, la moitié de la population nord-américaine croit que le diable existe et qu'il peut être actif. Par conséquent, le simple fait de porter ce style de barbe va passablement oxyder ce capital confiance, puisque ça peut dans le public évoquer ce qu'on appelle le satanisme. Alors, par exemple, pour ce qui est de la communication verbale, une question intitulée « Punch after the bell question » qui se déroule de la manière suivante. L'avocat qui vient de chahuter l'expert depuis 1 heure ou 2 s'adresse au protagoniste du tribunal en exprimant le fait qu'il a fait le tour de la question. Toutefois, il demande quelques secondes pour vérifier une note. Alors, il se dirige vers son espace, il fait semblant de vérifier une note, il a un bref échange avec son associé ou son assistant, puis il revient vers l'expert. Et à ce moment-là, il pose une question. Et la réponse à cette question va être la clé de voûte de son argumentation. Or, au moment où il lui pose cette question, l'expert, lui, il est fatigué, il n'est pas dans son paysage habituel, il est déconcentré, il est vulnérable. Et c'est pourquoi aux États-Unis, ce type de questions qui sont cruciales, elles sont toujours posées entre 15h et 17h, au moment de la journée où les gens sont fatigués, déconcentrés et vulnérables. Cette question a une illustration dans une série légendaire d'Inspecteur Colombo, avec une réplique qui est quasiment une marque de fabrique, un inspecteur de police de Los Angeles plutôt atypique, avec un imperméable défraîchi, un pantalon qui lui tombe sur les chaussures, une tignasse qui va de travers. De surcroît, l'acteur lui-même est borgne, un cigare à moitié allumé dans la main, et après avoir discuté à bâton rompu avec un protagoniste qu'il pense être le criminel, il quitte le lieu, puis revient, et en le rassurant, il pose une question en apparence banale. Oh, Mr. Derwin, just one more thing, sir. Yes, Lieutenant. I hate to bother you. Could I borrow a dime? Et la réponse à la question va être la clé de voûte de son investigation pour démontrer que ce protagoniste est coupable.
Alors la temporalité, c'est quoi? C'est concrètement le fait que une émission de télévision, c'est un début, une fin. Donc une durée, dans ce cas spécifique, ça peut être quelques minutes. Du temps de parole, vous avez le droit à 10 minutes ou 12 minutes par trimestre. Ou quelques dizaines de minutes. La temporalité, c'est le pouvoir. Par exemple, dans le monde entier, l'heure universelle, c'est GMT. Ça fait référence au méridien de Greenwich qui traverse un observatoire à Londres. Pourquoi? Parce qu'en 1864, lors de la conférence de Washington, les Britanniques ont obtenu le privilège que dans le monde entier, les gens, lorsqu'ils regardent l'heure, font référence à ce méridien. Personne ne fait référence à un méridien qui traverserait le Guatemala. Vous savez comme moi que les Britanniques sont particulièrement habiles à décrypter le pouvoir, la manière dont ça circule, etc. Le candidat, lui, lorsqu'il est invité, doit se réapproprier la temporalité. Le droit à un temps de parole limité. Le candidat doit s'approprier la temporalité. C'est lui le chef. Comment peut-il y parvenir? Il faut qu'il fasse une espèce d'équilibre entre le fait à la fois de tenir compte de cette temporalité, c'est-à-dire qu'il peut considérer que par exemple, ça lui prendrait une dizaine de minutes pour se présenter lui-même et présenter son programme politique, et pouvoir en même temps se défausser du reste du temps qui fait partie de l'émission. Si par exemple l'émission dure une demi-heure, eh bien ça va lui permettre, par exemple, d'arriver en retard, ou de partir plus tôt, de ne pas répondre à certaines questions, d'observer un silence, etc., etc. Donc de perdre son temps. Le message sera donc qu'il n'est pas sous l'emprise de la temporalité. Il doit, comme on dit, devenir le maître des horloges. C'est lui qui fait la loi. Donc vous aurez le droit à 10 minutes. Donc on fera un petit quart d'heure quand même. Cette temporalité, du côté des journalistes, est destinée à engendrer chez l'invité une certaine anxiété, une impatience, la peur, comme on dit, de ne pas avoir le temps de livrer la marchandise. Je peux parler? Ah bah oui. Dans cette histoire de temporalité, il y a le fait que certains animateurs ou journalistes interrompent l'invité. Ils peuvent le faire de manière plus ou moins fréquente. 5, je vais essayer de vous interrompre le moins pour qu'on vous entende le plus. Ils peuvent le faire aussi comme si ça avait l'air arbitraire. Mais en fait, assez souvent, il y a un message implicite destiné à l'invité et assez souvent au public. L'invité doit être capable donc de repérer chez l'animateur les signes comportementaux non verbaux qui vont précéder le moment où il va l'interrompre. Et une fois qu'il les a repérés, il va aussitôt abréger la phrase qu'il est en train de prononcer pour demeurer silencieux. Ce qui fait que l'animateur, au moment où il interrompt ce discours, il va se retrouver dans le vide. Et puis sereinement, va reprendre le fil de son propos et celui de sa pensée. Alors ces interruptions ont pour objet aussi d'engendrer chez l'invité un surcroît d'anxiété. Est-ce que je vais arriver à en placer une, comme on dit, ou est-ce que je vais pouvoir livrer la marchandise, le déconcentrer, et du côté du public, engendrer une rupture, une diversion, mais aussi une perte de sens des choses au niveau du discours. Ne pas être soi-même. Alors c'est un concept qui peut être difficile à clarifier. De quoi s'agit-il? Voici un exemple. Vous êtes à un poste de douane à l'étranger, le douanier vérifie votre identité, puis il vous pose une ou deux questions afin de vérifier à qui il a affaire, comme on dit. Il vous teste. Lui, il est dans son rôle de professionnel, et vous êtes dans le rôle de la personne qui est testée. Donc vous ne pouvez pas être vous-même. Et quoi qu'il arrive, vous devez vous montrer neutre, calme et poli. Neutre, calme, poli. Donc, si vous êtes vous-même, et que dans la vraie vie, imaginons un homme, vous avez la réputation d'être, comme on dit, grande gueule, agressif, bagarreur. Le douanier vous demande « Aimez-vous la confiture de fraises ?» Question à laquelle vous devez répondre « Oui ou non ». Et vous commencez à dire « Ah, mais c'est quoi cette question? Mais tu me prends pour qui Bon, c'est une catastrophe. Bon.
Vous voyez à peu près la nuance. Alors, un homme politique est un homme public. Il a une image qui est construite à partir d'un amalgame d'éléments rationnels, irrationnels, la sensibilité du public, les représentations sociales, la propagande, la contre-propagande, etc. Sur cette image, il n'a strictement aucun contrôle. Par contre, il doit s'y conformer, quelque part, au moment où il passe devant le public. Par conséquent, pendant une émission, en aucun cas, il ne peut être lui-même. Par exemple... dit des arguments, donc allons... Dites, allez donc au Royaume-Uni. J'étais à Londres, laissez ce type d'argument. Non. On va laisser ce type d'argument. Un ministre de la... Oui. Par exemple, avoir un fou rire, gesticuler, un regard qui tue, l'agressivité, l'instabilité physique, etc. Il doit être neutre, calme, courtois, prudent. C'est ce que le public attend de lui. On s'attend à un personnage qui est solide, qui peut résister à l'adversité, par exemple, sans perdre son sang-froid. Bien entendu, le candidat n'est pas une espèce de mannequin figé. Il peut parfaitement exprimer des émotions, mais s'il le fait, il devrait le faire normalement avec une certaine pudeur, dans une certaine limite. Mais ça, c'est vous qui le dites, allez donc au Royaume-Uni. J'étais à Londres Pour évoquer cette solidité, je crois qu'il y avait un slogan politique en France qui nommait un candidat qu'il était, comme on dit, droit dans ses bottes. Alors, sans doute y a-t-il une allusion faite à un capitaine d'un bateau de pêche qui est debout à la barre, dans ses bottes de pêcheur, et qui affronte l'adversité, et qui affronte une houle qui rend les choses difficiles. Mais, comme on dit, il maintient le cap, parce qu'il est solide. Le candidat qui est invité dans un média doit avoir en tête deux objectifs fondamentaux. Le premier, c'est se présenter soi-même. Le deuxième, c'est présenter son programme politique. Se présenter soi-même. En aucun cas, le journaliste doit vous présenter. L'invité doit le faire lui-même, en prenant le temps que ça prend, comme on dit. Ça peut être quelques minutes. Je suggère qu'il le fasse selon un narratif, et là je ferai à nouveau référence à Hollywood, que l'on appelle sur place storytelling. Alors de quoi s'agit-il? La définition est plus stricte aux États-Unis qu'en France. Ce narratif est le suivant. Vous êtes un personnage qui à l'origine est, comme on dit, comme tout le monde, comme vous et moi. Vous êtes imparfait, c'est très important. Vous êtes unique, évidemment. Mais vous êtes porteur d'une vérité, la vôtre. Et une vérité que vous souhaitez rendre universelle. Alors si c'est Hollywood, la vérité ça peut être une seule voix fait la différence, ou bien l'amour guérit de tout. Bien. Donc vous allez parcourir un itinéraire existentiel, où vous allez mettre cette vérité à l'épreuve à travers des conflits, des obstacles, des réussites, des échecs, etc. Vous allez devoir faire preuve de ténacité, vous allez risquer votre peau, vous allez perdre des amis, on peut tout imaginer. Bien. Jusqu'au moment où cette vérité qui était inaudible devient audible, elle devient publique, elle devient populaire. Et vous devenez à ce moment-là un personnage providentiel, une sorte de héros. Ce narratif engendre dans le public de puissants ressorts d'identification au héros. Pourquoi? Parce que chacun peut se dire, tiens, lui, à l'origine, il est comme toi, et puis regarde ce qu'il est devenu. Alors, ce narratif peut-il s'appliquer à M. Asselineau? Oui et non. Non, parce qu'à l'origine, il n'est pas comme vous et moi. Il a un parcours académique, professionnel, un peu exceptionnel. Il est constamment dans des milieux de très haut niveau de l'État. Il a un niveau de réussite qui lui promet une carrière de directeur d'un grand organisme public, d'une banque, etc. Là où il peut se caler, comme on dit, c'est le fait qu'à un moment donné, il est en rupture avec un système. Et puisqu'il explicite une idée, M. Pascoe aurait dit à M. Asselineau, vous ne pouvez pas avoir raison seul contre tout le monde. J'ai écrit un parti il y a maintenant 17 ans qui... Une idée à l'époque qui est complètement inaudible, qui est impopulaire, qui est improbable et incompréhensible. propose la sortie de l'Union européenne, la sortie de l'euro et la sortie de l'OTAN. Bon, alors qui va faire de lui une espèce de personnage atypique. Donc M. Asselineau, comme on dit, prend son bâton de pèlerin, fait de l'éducation populaire,
construit un parti, se présente à des échéances électorales. Est-il devenu un personnage providentiel? Chacun peut en juger. Dans ce film, James Stewart joue le rôle d'un type sorti de nulle part qui devient sénateur, qui dépose au Congrès un projet de construction d'une colonie de vacances pour enfants sur un site, l'objet de convoitise pour un barrage hydroélectrique avec des enjeux politiques et financiers qui le dépassent. Constitution of the United States against all enemies, foreign and domestic, and that you will bear true faith and allegiance to the same. People, the truth for a change. You're not a senator. You're an honorary stooge. Is bigger than the Taylors, or you, or me, or anything else. Alors, voici un exemple, un ex-journaliste politique, Dominique Jamais, mais aussi ex-acteur actif dans le champ politique, puisque je crois savoir qu'il a participé à de nombreuses campagnes électorales, prend la parole. La force et la constance de ses convictions. Sur un modèle que l'on retrouve fréquemment dans les tribunaux aux États-Unis, qui consiste à aller chercher, comme on dit, du côté de l'ego chez l'interlocuteur. C'est-à-dire qu'on va, dans un premier temps, lui tresser des lauriers, faire un éloge, pour au dernier moment, lui poser une question du style « Avez-vous déjà consommé des substances illicites ? Au fait, êtes-vous divorcé ?» etc. Le condamne à une certaine solitude. Et je prends cet exemple pour illustrer le fait qu'aucun de ces présentateurs ou animateurs n'est identifié ou identifiable. On ne connaît ni le nom, ni le prénom, ni la qualité. Est-ce un polémiste, un chroniqueur, un journaliste, un animateur, un expert, etc. Ce qui peut faire penser que cette équipe est, comme on dit, dans l'entre-soi. C'est-à-dire s'adresse à un public supposé fidèle et supposé les connaître, en excluant toute autre personne. Moi-même, je n'ai jamais regardé cette chaîne de télévision et j'ignore complètement les noms des protagonistes. On parle ensemble de votre programme. Présenter le programme politique. Moi, je me mets du côté du public. Quelles sont mes attentes? C'est d'entendre un programme qui comporte 2 ou 3 projets ou axes ou enjeux faciles à comprendre, pragmatiques, réalistes, avec probablement 1 ou 2 slogans associés à ce programme. Il faut qu'à l'intérieur de ce programme, il y ait un adversaire désigné, un seul, toujours le même. Alors, l'adversaire en question pourrait être, si je fais référence au programme de M. Asselineau, ce qu'il appelle une oligarchie ou des oligarchies euro-atlantistes. Voilà, bon, c'est un peu... Le jeu question-réponse, bien entendu, il est fondamental dans ce genre d'émission. Ça fait partie de la game, comme on dit en Amérique du Nord. Je le répète, le candidat ne doit pas répondre à toutes les questions. Bien entendu, un journaliste ou un animateur, du point de vue du candidat, ne peut être ni un ami ou un ennemi, et bien entendu, ni un adversaire ou un infidèle. On a affaire à un professionnel. Je fais ici allusion à l'anecdote à propos du passage aux douanes. Dans la formation que j'ai faite, il y a par exemple un catalogue d'environ 20 à 30 questions qu'on appelle les trick questions, qui sont codifiées, qui sont analysées depuis des générations dans les milieux juridiques, que tout le monde connaît, qui sont la plupart du temps des questions pièges, destinées, je le répète, à déstabiliser, décrédibiliser un témoin, un expert ou autre. Bon, que sur le plateau, il y ait des animateurs, des journalistes, des polémistes qui posent ce genre de questions. Bon. La plupart du temps, ces questions qui sont codifiées, il ne faut pas y répondre. Il faut, comme on dit, reformuler les choses. Bon. D'une manière générale, le candidat doit, lorsqu'il répond à une question, dans le domaine politique, il doit constamment répondre en faisant référence à son programme. Si c'est le Frexit, eh bien on fait référence au Frexit. Bon. L'endettement public est inférieur. L'inflation, c'est faux. Je vous donne 2-3 exemples. Une question qui comporte une double négation. Une question qui comporte la réponse. Une question qui est incompréhensible ou inaudible. Une question qui induit un type de réponse ou qui contient déjà la réponse. Il faut reformuler, mais surtout ne pas y répondre. Il y a un genre particulier où les questions sont posées du côté de la sphère privée. Alors, le candidat doit-il ou non y répondre?
à mon avis, il doit y répondre si la réponse qu'il va donner est déjà publique. Hein. S'il est notoire que le candidat est marié, il n'y a aucun danger à dire « je suis marié ». C'est sans danger. Si ça va au-delà de cette sphère, il n'y a pas de réponse à donner à ces questions. Au cours de cette interview, l'animateur adresse à M. Asselineau en lui posant une question, mais sans vraiment lui poser. Je ne sais pas si vous aimez le football ou pas. Oui, j'aime bien, oui. Qui serait la suivante: aimez-vous le football? C'est typiquement le genre de question à laquelle il ne faut donner aucune réponse. Parce que quelle que soit la réponse que vous donnez, vous vous mettez en danger. Et surtout, vous risquez de corrompre, je le répète, votre capital confiance dans le public, dans la tête du public, hein, lorsque les gens se représentent. Si vous dites non, ça veut dire quoi? Ça veut dire vous n'aimez pas le peuple, vous n'aimez pas la foule, vous n'aimez pas l'enthousiasme, le sport, enfin bref. Si vous dites oui, de manière à peu près un peu vague, les gens se disent, il dit ça pour me dire ce que j'ai envie d'entendre, c'est pas vrai. Ou alors si vous nommez le nom d'un club qui serait votre club favori, vous allez vous mettre à dos les adversaires, etc. etc. Bon. Il n'y a aucune réponse à donner à cette question. Là aussi, la seule réponse serait de faire référence au programme. Par exemple, de dire, écoutez, en Grande-Bretagne, qui est un pays inscrit dans le Brexit depuis plusieurs années, l'équivalent de ce que pourrait être le Frexit en France, il y a toutes sortes de manifestations sportives, dont le football, qui bien entendu est très populaire. Il y a des compétitions régionales, nationales, internationales. Donc les choses sont en l'état. C'est sans danger. Là, je fais référence à Hollywood, au film Marathon Man. C'est sans danger. Je ne comprends pas. Je ne peux pas dire si quelque chose est sans danger ou non. Ce n'est pas raisonnable de laisser vos dents dans cet état. Vous avez une énorme carie, là. C'est sans danger. Je vous dis que je ne sais. Alors, il y a un type de question qui, dans le cours de justice nord-américaine, il est recommandé au niveau d'un expert de ne jamais y mettre les pieds. Ça s'appelle le quantitatif. Dans un débat politique, le quantitatif, c'est quoi? C'est avant tout l'économie, avec des chiffres, des courbes, des proportions, des pourcentages, etc. Donc il faut bien le dire, le public en a rien à foutre. La plupart du temps, il ne comprend rien à ce qui se dit. Le candidat, même s'il a une certaine expertise dans ce domaine, ne doit en aucun cas y mettre les pieds. Parce que chaque fois qu'il va formuler un constat, des chiffres, etc., ils seront forcément contredits par l'adversaire. Je veux bien les chiffres. En regardant les chiffres quand même. Non. Alors, suite à ce débat qui est assez souvent technique, en fin de compte, aucune des deux parties n'a tort ou raison dans la tête du public. Le public est inférieur. L'inflation, c'est faux. Ce qui est quelque part une espèce de perte de temps, et ça risque dans la perception du public, de baratin pseudo-profond, comme on dit. Et le candidat n'aura jamais le temps de démontrer que son propos est sourcé, fiable, etc. Donc le quantitatif, il ne faut pas y mettre les pieds. Comme vous le savez, il y a dans l'histoire du journalisme une charte de Munich dans laquelle il y a des droits et des devoirs. Cette charte est centrée sur l'éthique journalistique. Monsieur Asselineau n'aurait même pas le droit d'antenne. Aux États-Unis, il n'aurait pas le droit d'antenne? Ah non, il serait pas. Voici un des articles les plus importants de cette charte. Personnaliser les conflits. Alors, comme vous le savez, personnaliser les conflits, ça consiste à se focaliser sur votre adversaire, sur sa personne. Par exemple, vous êtes le patron d'une petite entreprise, convoque un employé qui a fait une erreur, et pour qu'il n'y ait aucun débat contradictoire et aucune contestation, il nomme le fautif en le traitant d'imbécile. Bon. Et c'est son imbécilité qui sera l'origine de l'erreur.
alors que probablement il y a une histoire de dysfonctionnement organisationnel au niveau du travail. Bon, bref. Mais ceci est fait pour court-circuiter toute polémique. Alors, il y a deux sortes de personnalisation des conflits. Il y a ce qu'on appelle l'attaque ad hominem, qui est correcte, qui est fréquente, qui est banale, et qui consiste à critiquer, dévaloriser, attaquer chez l'adversaire ses propos, ses idées, ses théories, ses décisions, etc. Hein? Bon, ceci est tout à fait normal dans un débat politique. Donc si l'on pratique une critique ad hominem, il faut au cas par cas donner un exemple qui soit concret, pragmatique, sourcé, facile à comprendre et qui démontre du côté de l'adversaire une faille, une insuffisance, une incompétence. Bon, Nord Stream, c'est une thèse complotiste que vous mettez en place, que ce sont les États-Unis qui l'ont fait. La deuxième personnalisation, c'est ce qu'on appelle une attaque ad personam. Par exemple, en aucun cas vous devez qualifier un autre personnage politique. Je sais même pas pourquoi on invite un raciste aux grandes gueules. Mais peut être l'objet de poursuites judiciaires. Traiter quelqu'un de raciste aujourd'hui devant la loi, c'est un délit. Puisque ça consiste à aller s'en prendre directement à la personne elle-même, à ses qualités, ses défauts, à ce qu'elle est. Monsieur Asselineau, au cours de ce débat, évoque le fait qu'il y a dans l'exécutif français un président de la République qui n'a pas d'enfant, un Premier ministre qui n'a pas d'enfant. Des hommes dont certains n'ont pas d'enfants, dont le président de la République. Ça, c'est un constat. Et puis, il fait un lien de causalité entre ce constat et un certain style de politique à l'international. Donc, il y a déjà un problème au niveau, je dirais, jugement critique, qui est le suivant. C'est que le candidat fait un lien de causalité entre deux événements au prétexte qu'ils se succèdent. Comme si moi, je vous dis, oh, depuis hier, c'est la pleine lune, oh, aujourd'hui, j'ai une journée infernale avec mes collègues. Bon, on est dans le registre des croyances. Bien. Alors, cette attaque ad personam pose un problème, parce que bien entendu, on est du côté du privé. Mais bien au-delà, on est du côté de l'intime. Et si je prends cet exemple pour l'illustrer, c'est que, et je le répète, il faut toujours se mettre dans la tête du public. Le public, quand il entend ce propos, il a plusieurs théories. C'est quoi? C'est il est célibataire, son homme est homosexuel. Il est stérile, ou il est inscrit dans un couple stérile, où sa femme, paraît-il, a eu 2 grossesses et puis des avortements spontanés, elle a failli mourir. Bon. Ou bien il est dans une histoire de religion et même si c'est douloureux, il a fait le choix de ne pas avoir d'enfant. Ou bien il a une vie sexuelle, relationnelle, chaotique et avec 2 ou 3 enfants, illégitimes, dont il ne veut pas parler, etc. etc. Hein? Alors, tout ceci pour dire qu'on est non seulement dans la sphère de l'intime, mais on est dans le champ de la souffrance humaine. Or, le candidat, à ce moment-là, nous démontre qu'il n'a aucune empathie et aucune bienveillance pour cette souffrance, du point de vue du public, même si lui-même est empathique, etc. Hein? Donc c'est un procédé qui érode et complètement délétère pour ce capital confiance, hein, qui bien entendu est à éviter. Sur l'immigration, puisque c'est un sujet que vous aimez sur cette chaîne. Asselineau a été interviewé dans une radio canadienne où il a évoqué le fait que l'actuel président de la République française aurait des troubles psychiatriques, dit-il. Alors tout d'abord, sur la forme, on est dans ce qu'on appelle aux États-Unis le oui-dire. Hein. On m'a dit que le voisin, il avait... on constate qu'à ce moment-là, l'animateur va essayer de recadrer les choses. Et puis, il ajoute le fait qu'au fond, M. Asselineau n'a pas la possibilité de faire ce constat car il ne serait pas psychiatre. Alors, bien entendu, c'est une erreur de communication. Pourquoi? Parce que, en supposant même que cet animateur ait affaire à un psychiatre, encore faudrait-il qu'il ait l'occasion de pouvoir examiner le personnage, c'est-à-dire le président de la République, de procéder à un examen clinique dans son champ de pratique et d'aboutir à certaines conclusions.
Bien entendu, c'est très improbable. Merci. Monsieur Asselineau, et c'était un plaisir de vous écouter aujourd'hui. À propos de cette vidéo, il n'y a pas de conclusion, sinon serait-elle provisoire. Et pour, comme on dit, rester dans l'air du temps, je vais faire ce qu'on appelle une réduction ad Hitlerium. Bon, je m'adresse à personne en particulier, puisque vous savez que c'est un réflexe que peut avoir un protagoniste face à un adversaire, qui consiste à récupérer tout ou partie de son discours et puis faire le lien entre ce discours et le national-socialisme allemand. Hein, Hitler, les camps de concentration, etc. Bon. Ceci est destiné en fait à enfermer l'adversaire dans une espèce de conserve culturelle avec une étiquette qui le rend dorénavant quasiment infréquentable. Bon. Tout au moins au niveau des médias. Je citerai Adolf Hitler qui avait dit que lorsqu'il faisait un discours qui s'adresse au peuple, pour attirer la sympathie des masses populaires, il faut que ce discours soit scandé de temps en temps par les éléments les plus vils et les plus stupides.